Bienvenue aux entretiens d'Ingshao Zeta pour ce débat autour de la table ronde Le logement pour tous. Ici, dans la maison, en studio, deux acteurs pour parler du logement des jeunes. Nous sommes avec Didier Jeannot, directeur général de 3F Résidence, et Daniel Vicente, administrateur de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes et responsable de Habitat Jeunes Sud-Atlantique. Sud-Aquitaine, oui. Pardon. Première question sur ce débat, logement des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire, de votre point de vue, la situation, de votre point de vue de bailleur social, quelle est la situation de l'habitat des jeunes? Sujet crucial. Alors, en effet, en tant que bailleur social, on est très engagé dans le logement pour les jeunes. Ça ne se dit pas très souvent, mais vous savez que 30% des attributions de logements sociaux se font au bénéfice de jeunes de moins de 30 ans. C'est quand même une part importante. Même si dans le parc des logements sociaux, c'est vrai qu'ils représentent une minorité, parce que ça tourne. Mais c'est bien un produit d'appel, aussi bien dans le parc ancien que dans le parc neuf, puisqu'il y a une production de résidences dédiées aux étudiants ou aux jeunes actifs. Alors nous, par exemple, chez 3F Résidence, c'est 40% de notre production. Donc il y a, depuis 3 ans, en moyenne, il y a à peu près 9000 logements supplémentaires qui sont produits chaque année. Alors c'est loin des besoins, mais c'est la preuve vivante qu'on peut arriver à sortir des opérations, même si c'est très compliqué, on y reviendra tout à l'heure. D'accord, donc vous indiquez un volume quand même de 30%, qui n'est un chiffre pas toujours très connu sur ce sujet. 30% d'attribution. Oui. Je me retourne vers vous. Du point de vue de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, quelle est votre approche de ce sujet? Alors vous avez dit la situation, moi je parlerai Oui. des situations, parce qu'on a des diversités dans les situations des jeunes qu'on peut accompagner. Donc Habitat Jeunes, c'est un nombre conséquent donc de jeunes qui peuvent avoir des profils très divers. Donc on est vraiment sur une approche de mixité des publics. Donc on peut avoir des personnes qui vont être en décohabitation familiale pour diverses raisons. Soit c'est forcé, parce que les familles sont plus en capacité, ou les jeunes ne souhaitent plus vivre dans ces familles-là. Donc ça peut être des situations assez fragiles, comme on peut avoir d'autres personnes qui vont être dans des parcours d'émancipation et on va dire d'insertion sociale et professionnelle beaucoup plus on va dire autonomes, mais qui ont quand même besoin d'avoir ce logement, parce que vous l'avez dit, 30% c'est sur l'offre existante d'attribution sur le logement qui est largement insuffisante, et on sait que la population jeune aujourd'hui elle est très grandement en besoin de logement, parce que du fait de sa précarité sociale qui est multiple. Donc, elle se loge principalement dans le parc privé ou dans des résidences qu'on dit spécifiques, habitat spécifique, c'est un petit peu ça. Oui, voilà, absolument. Alors, mais la grande majorité, c'est comme pour le reste de la population, des solutions de logement, c'est le parc privé, et qui reste aujourd'hui inabordable pour la faiblesse des ressources que les jeunes peuvent avoir, et quels que soient, on va dire, les parcours d'insertion des jeunes. On va avoir par exemple des jeunes qui vont être en études, peut-être à des niveaux même qui peuvent prétendre plus tard à des hauts niveaux de salaire, mais en tout cas pendant la période de leurs études, ils vont avoir des grandes difficultés à se loger parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Et on sait qu'en dessous de 25 ans, on n'a pas facilement accès à ces ressources-là s'il n'y a pas la famille qui contribue. Donc en fait, nous, les situations qu'on va avoir, c'est des situations, on va dire, assez communes de précarité au niveau des ressources. Voilà. Et le logement social serait une solution vraiment appropriée. L'accès aux droits communs, avec des logements aussi dans le parc privé, avec des bails et des loyers qui sont abordables, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire pour nous. Alors nous, Habitat Jeunes, on propose des solutions. On est une partie de la solution. Alors avant de revenir sur vos solutions, si vous voulez bien, on a parlé de logement social, de ce bail pas toujours abordable. Dans votre organisme, comment vous travaillez ce sujet, je dirais, entrons un petit peu plus dans la pratique, dans la technique? Oui, nous, comme je le disais, il y a près de 40% de notre production qui est dédiée aux jeunes. Donc on travaille d'abord avec des gestionnaires. C'est-à-dire que le logement pour les jeunes, quand on n'est pas en diffus, quand on est dans une structure collective, ce qui est intéressant pour le jeune, c'est que ce n'est pas seulement un logement, c'est aussi un accompagnement. C'est très très important. Il a dit, des jeunes qui sortent de leur famille, qui ont quelquefois des parcours très difficiles, ou même plus ou moins faciles, mais en tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés, et les solutions qui sont proposées par le binôme bailleur-gestionnaire, c'est pas seulement le logement à prix abordable, c'est extrêmement important, mais aussi cet accompagnement psychologique, cet accompagnement dans les actes administratifs, dans les droits, tout simplement, les droits divers qui sont très compliqués à obtenir, la santé. Tout ça, ça nous paraît très important, et c'est ça qu'on met en œuvre.
Alors on le met en œuvre avec tous les partenaires, parce que la chaîne du logement, c'est beaucoup de partenaires, beaucoup de financeurs, beaucoup d'autorisations, beaucoup trop. C'est vrai que c'est très compliqué, on y arrive parce qu'on est des professionnels, mais si on peut simplifier, on s'en portera évidemment mieux, notamment ces classifications entre les étudiants d'une part, les jeunes actifs d'autre part, alors que tous ont des statuts perméables. L'étudiant n'est pas étudiant toute sa période d'étudiant, il est alternant, il est apprenti, et il a besoin justement d'être accompagné dans cette son statut temporaire, hein, qui fait qu'il va aller d'un endroit à l'autre. Et donc le logement non seulement accompagné mais temporaire, c'est à notre avis extrêmement important à pousser. Donc une diversité de situations de jeunes, mais c'est la trajectoire qui vous semble quand même tout à fait majeure pour penser les dispositifs. Et là je me retourne vers vous, vers votre approche. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Comment vous travaillez concrètement dans la pratique ce sujet? C'est le but de ces studios. Alors nous, on pense à des trajectoires résidentielles, donc dans la logique de parcours. Donc en fait, nous, la porte d'entrée, ça va être par exemple un logement type résidence habitat jeune, foyer jeune travailleur, avec des moyens qui sont dédiés à l'accompagnement socio-éducatif, des logements qui sont adaptés aux aspirations des jeunes, notamment en termes de mixité pour se retrouver, avoir des temps collectifs, voilà, et des moyens aussi financiers. Et ces moyens financiers, ils peuvent être alimentés aussi par un modèle économique qui est stabilisé du fait du développement d'une diversité de solutions de logement. On peut avoir des logements, nous, qu'on va développer par exemple dans une résidence collective classique. Vous avez tous connu ça, peut-être, je ne sais pas si certains ont été étudiants ici, ou même dans des foyers de jeunes travailleurs. Donc c'est des résidences dans lesquelles il va y avoir des dizaines de logements qui peuvent être des logements en double, en cohabitation, des logements individuels aussi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'on avait avant, hein, c'est-à-dire que c'est avec des cuisines partagées, ça peut être des cuisines individuelles, des salles de bain aussi individuelles et privatisées. Mais au-delà de ça, tous des espaces collectifs qui permettent le lieu de rencontre et le lieu d'accompagnement. Donc ça demande des moyens aujourd'hui. Ensuite, au-delà de ces solutions, on va dire, collectives, il y a tout un ensemble de solutions, on va dire, c'est l'accès au parc social, qui peut être en partenariat avec les bailleurs sociaux et que nous appelons les logements diffus en foyer soleil, donc avec une aide de la CAF aussi qui peut être bonifiée, qui peut englober dans l'accès à ce logement diffus pour les jeunes, les charges qui sont des contraintes très fortes aujourd'hui pour les petits budgets, qui vont être les fluides, l'électricité. Voilà, c'est des aides à l'APL bonifiées, comme on appelle, type foyer de jeunes travailleurs. Voilà, donc un ensemble de services, oui. Des aides aussi financières, oui. Pour trouver un bon équilibre de vie, de cadre de vie pour les jeunes. Je me retourne vers vous pour ouvrir un peu peut-être sur un exemple concret ou une initiative ou un dispositif que vous souhaitez porter. Alors, oui, on en parlait ce matin, là, on est très attentif aussi évidemment à limiter l'artificialisation des sols. Donc il y a énormément de projets, de programmes qui sont en fait des transformations de locaux d'activité ou d'immeubles de bureaux en logements. Pour le logement pour les étudiants ou les jeunes actifs de manière générale, c'est très adapté parce que vous avez des trames de bureaux qui finalement s'adaptent mieux en logement pour des studios, y compris des studios tout équipés, que des logements familiales classiques. Donc, on doit mettre le paquet là-dessus. On a livré l'année dernière une superbe résidence pour 189 étudiants à Villeneuve-d'Ascq, donc très proche du campus, très proche du métro, qui était un ancien immeuble de bureau. On a réussi à le faire avec la foncière de transformation immobilière, qui en été un outil d'action logement, qui a acheté, donc qui porte l'immeuble de bureau, et qui ensuite nous le cédera sous forme d'un bail emphytéotique, longue durée, plus de 50 ans, une redevance, et ensuite nous le cédera à la fin du bail. Donc ça, c'est un mécanisme hyper important, mais ce n'est pas suffisant, parce que le coût d'achat, le coût d'acquisition de ces immeubles, plus le coût de transformation, reste, quels que soient les dispositifs, trop élevé. Donc il faut que les pouvoirs publics là, comprennent qu'il y a une demande de logement très importante et d'un autre côté des milliers, voire plus, des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux vides, inadaptés, télétravail, etc. Donc il y a une fongibilité qui peut être mise en place, mais qui doit être favorisée.
Donc notamment, il faut que la valeur des actifs, il faut que les propriétaires des actifs admettent qu'en fait ces actifs en tant que bureau valent beaucoup moins que ce qu'ils ont dans leur compte, mais qui est une valeur dite de marché, mais très ancienne, qui en fait n'est plus adaptée au marché actuel, d'une part. Ensuite, il faut avoir des mécanismes incitatifs qui ne sont pas si compliqués que ça, c'est-à-dire il faut, à notre avis, taxer lourdement les bureaux vacants, et au contraire, évidemment, ne pas taxer quand il y a des projets qui sont établis, et ensuite peut-être faire des crédits d'impôt. Mais en tout cas, là, je pense qu'il y a une façon, on l'a prouvé nous avec Villeneuve d'Ascq et sur d'autres projets, c'est une réserve importante, mais encore faut-il que, pour le coup, les pouvoirs publics poussent à ce type de dispositif. Donc un vivier Un bon vivier. Un bon vivier pour l'habitat des jeunes Ouais. dans la transformation en bureau. Je me souviens qu'il y a De quelques bureau en années, logement, voilà, ouais. on en a beaucoup parlé ici à Inchalceta. Eh oui. Et voilà, on travaille bien les sujets hein, sur le fond. Ouais. Et je me retourne vers vous. En mot d'ouverture, de conclusion, à côté de cette proposition, je dirais technique, opérationnelle, comment vous porteriez une proposition? Est-ce que actuellement vous travaillez sur un sujet en particulier que vous souhaiteriez mettre en avant? Il y en a plein, mais je crois que... Alors moi je suis pas sur le même point de vue et le même niveau d'intervention que vous, hein, mais c'est la complémentarité des acteurs déjà en place sur les territoires. Je crois que nous on travaille très très bien avec les collectivités, que ce soit les départements, avec la région aussi sur certains publics et même avec l'État. On travaille aussi avec tous les acteurs du monde socio-économique, ça peut être l'économie sociale et solidaire, mais ça peut être les entreprises classiques, avec lesquelles on essaie de trouver des solutions en commun, et c'est ce travail de coopération qu'il faut renforcer, je crois. On a dit tout à l'heure qu'il manquait de l'argent, ou que l'argent coûtait cher, c'est vrai, actuellement. Il y a des innovations à aller chercher du côté de nos territoires, et je pense que ça doit venir des territoires. Donc je partage aussi beaucoup de points de vue qui ont été évoqués par les députés tout à l'heure sur la table ronde, à savoir qu'il ne faut pas attendre la solution d'opérateurs qui vont venir du national nous dire comment gérer les solutions sur chaque territoire, parce que chaque jeunesse sur chaque territoire sont distinctes. Alors pour aller dans le concret, voilà. Sur les solutions, c'est déployer donc, dans la logique de parcours résidentiel une continuité dans les parcours et qu'il n'y ait pas de rupture. C'est aller plus loin que les outils aujourd'hui d'accès au logement type FJT, mais c'est aller vers le droit commun. Et donc c'est le développement de services logements, par exemple, qui vont permettre d'aller capter des logements dans le parc public, avec des accords entre les bailleurs sociaux, les collectivités, les EPCI. Voilà, ça se fait déjà, ça se fait dans le Sud-Aquitaine. Et également capter le parc privé, donc essayer de voir à l'encadrement des loyers s'il peut y avoir des réformes là-dessus. Ça serait bienvenu parce qu'on en a besoin pour faire sortir ces jeunes-là de ces parcours. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Si je les synthétise, c'est un travail de transformation, de coordination, de propositions très pragmatiques pour avancer sur ce sujet de l'habitat des jeunes. Merci. Merci à vous. À bientôt.